Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire à l'initiative de Réseau A+, pour faire le point sur une actualité qu'on juge importante, donc c'est la transcription en droit français du caractère cancérogène des procédés émettant de la silice cristalline alvéolaire. Je vais faire un petit résumé de la situation selon différents points de vue, et puis on répondra à quelques questions qu'on a reçues par Internet, et ensuite si vous avez des questions. Et ensuite, après mon exposé, je laisserai la parole à Patrick Grandchamp de Blastrac, qui connaît bien le sujet en tant que fournisseur de matériel confronté à l'élimination de la poussière. On verra que le geste professionnel et le matériel va être très important en fait dans ce qu'on a appelé ce combat contre l'inhalation des poussières de silice. Alors on a appelé le webinaire amiante silice même combat, puisqu'il y a beaucoup de similitudes, hein. Donc la silice cristalline devient en France finalement cancérogène, comme l'amiante il y a près de 25 ans. Et l'idée, c'est de faire le point sur les similitudes et ce qui peut être transposé de notre savoir-faire à tout un chacun dans le domaine de l'amiante en ce qui concerne la silice cristalline. Voilà, alors au programme, donc on va parler déjà qu'est-ce que c'est, hein, Kazako. De quoi faut-il se protéger? Parce que la silice cristalline, on va voir qu'il y en a beaucoup, donc heureusement que ce n'est pas dangereux en tant que tel, mais ça sera les procédés de travail qui pourront avoir présenté un certain danger. Ensuite, rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'employeur et aussi en tant qu'acteur de la chaîne de prévention. Ensuite, donc, comme je le disais, on répondra aux questions qui ont été posées, voire à celles que vous pouvez encore poser en ligne dans le chat. Alors, la silice cristalline, c'est très fréquent sur la croûte terrestre, puisque c'est le deuxième élément le plus fréquent de l'écorce terrestre, après l'oxygène. Et il se trouve que la silice, elle se trouve sous forme d'oxyde de silicium. Autrement dit, c'est très fréquent à la surface de la Terre. Donc, elle se trouve sous forme de cristaux, de microcristaux, ou alors amorphes, c'est-à-dire que souvent, elle a été métabolisée par des micro-organismes qui s'en sont servis pour faire des carapaces, comme par exemple les diatomées. La silice cristalline, elle se trouve surtout sous forme de quartz. Le quartz, tout le monde connaît le quartz. Il y a d'autres formes aussi, moins fréquentes. 90% de la silice cristalline se trouve quand même sous forme de quartz. Alors, contrairement à l'amiante, où on peut éventuellement éviter de toucher l'amiante une fois qu'on l'a identifié, pour le domaine de la construction, ça va être difficile de ne pas agresser, toucher, manipuler la silice cristalline, puisque 70% des matériaux de construction contiennent de la surface cristalline, et en forte quantité. Donc les matériaux peuvent contenir de la silice cristalline dans leur forme brute, hein, par exemple l'ardoise naturelle, le granit, le grès, le sable, bien sûr. Mais aussi, donc, et plus récemment, sont apparus sur le marché des matériaux de type pierre reconstituée ou pierre artificielle qui ont pu contenir jusqu'à 90% de silice et qui sont agglomérés avec de la résine, souvent pour faire des plans de travail de cuisine ou de salle de bain, et aussi maintenant des pare-vents de façade, par exemple. On va trouver de la silice cristalline dans le béton, dans les granulats de béton, dans le mortier, et puis également dans l'argile, donc dans les matériaux fabriqués à base d'argile, les tuiles, les briques, les tuyaux en terre cuite, etc. Suivante. Alors, de quoi faut-il se protéger? Puisque si on prend un bloc de granit en lui-même, il n'a rien de dangereux, hein, puisque le risque va être, comme pour l'amiante, de respirer des poussières. Donc, il s'agit de poussières alvéolaires, c'est-à-dire qui peuvent aller jusqu'au fond des poumons, dans les alvéoles, et qui sont donc très fines, et qui, comme l'amiante, sont biopersistantes, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont rentrées dans le poumon et dans le corps plus généralement, elles vont rester pendant des dizaines d'années et pouvoir déclencher des mutations, donc des tumeurs. Donc, ce qui est classé cancérogène, ce n'est pas la silice en elle-même, c'est
les procédés émissifs, donc ils sont émissifs. Donc, oui, Luc voulait me dire quelque chose. Donc, ils sont émissifs de silice très fine. Et donc, ça concerne en premier lieu, en ce qui concerne la construction, le domaine du perçage, du burinage, du carottage, du sciage, très fortement du ponçage, hein, tout ce qui est ponçage diamant à vitesse rapide. Également, les opérations de sablage utilisées pour le décapage, parfois en combinaison, donc décapage de surface amiantée ou de surface contenant du plomb. Alors, quelles sont les maladies? Enfin, la silice cristalline est une cause de maladie professionnelle bien connue, en l'espèce la silicose, hein, qui est connue depuis 1830. Il y avait une conférence au niveau international qui reconnaissait dans plusieurs pays la silicose comme étant d'origine professionnelle. En France, elle a commencé à être indemnisée et reconnue au titre des maladies professionnelles après la Deuxième Guerre mondiale, 1946, au même titre que l'asbestose d'ailleurs. Et c'est typiquement une maladie professionnelle, la maladie professionnelle du XXe siècle, puisque ça a fait à peu près 100 000 morts en France, essentiellement dans les mines de charbon. Actuellement, les mines de charbon ayant disparu, et donc le charbon était associé à de la silice cristalline dans les mines, on a à peu près environ 200 malades de silicose et autres maladies, puisqu'il n'y a pas que la silicose. Mais le cancer bronchopulmonaire est jusque-là reconnu seulement, était jusque-là reconnu seulement en association avec la silicose, c'est-à-dire qu'il fallait quand même avoir respiré une certaine quantité de silice cristalline qui pouvait donner une silicose pour voir son cancer du poumon reconnu comme d'origine professionnelle due à la silicose. C'est-à-dire qu'une personne ayant un cancer du poumon mais n'ayant pas de silicose reconnue ne pouvait pas faire valoir le caractère professionnel de son cancer bronchopulmonaire. Et c'est l'objet du changement, bien sûr, actuel. Donc, actuellement, donc les procédés émissifs de silice cristalline sous forme très fine sont reconnus comme cancérogènes. Alors, il y a d'autres maladies, hein, des maladies auto-immunes, la BPCO aussi, et qui font l'objet des tableaux 25 pour le régime salarié et 22 pour le régime spécial agricole. Donc, ce sont les tableaux de la sécurité sociale qui définissent les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, c'est un danger avec la chute de l'occurrence des silicoses et donc chez les mineurs de charbon. Le danger réémerge actuellement suite à des alertes il y a quelques années sur des pierres reconstituées donc qui pouvaient contenir jusqu'à 90% de silice, comme je disais tout à l'heure, et qui sont apparues dans différents pays, aux États-Unis, en Australie notamment, avec des apparitions de silicose chez des gens assez jeunes, alors que la silicose habituellement arrive plutôt vers l'âge de 55, 65, 65 ans. Là, on voyait arriver des personnes avec 38, 40 ans, après des expositions relativement brèves, donc de l'ordre de 5 ans, avec des silicoses et des cancers du poumon. Alors, ça a remis un petit peu la silicose sur le devant de la scène, et donc il y a eu des études qui ont été plus poussées, et on s'est aperçu que pendant longtemps, finalement, la silicose avait un petit peu été l'arbre qui cache la forêt, et qu'il y a donc d'autres maladies qui sont dues à la silice cristalline, et qu'on a un petit peu redécouvert à l'occasion de ces études. Alors que le Centre international de recherche du cancer donc, avait classé la silice cristalline comme cancérogène en 1997. Actuellement, donc, on a des doutes sur la valeur limite d'exposition professionnelle qui a été diminuée aux États-Unis. C'est-à-dire que cette VLEP était certainement faite au départ pour protéger de la silice, et on s'aperçoit que, compte tenu des autres maladies possibles, sans dose limite, finalement, c'est-à-dire que comme l'amiante, on ne connaît pas de dose minimale à partir de laquelle on est tranquille. Donc, il y a actuellement des doutes donc, sur la valeur limite d'exposition professionnelle qui a été d'ailleurs actualisée par l'Union européenne récemment.
et qui s'est calé sur celle de la France. Pour nous, actuellement, à ce niveau-là, ça ne change rien. Et donc, suite à ces événements, il y a eu une autosaisine de l'ANSES. Donc, ce n'est pas les ministères qui ont saisi l'ANSES, c'est l'agence qui s'est autosaisie, compte tenu de ces alertes, en 2015, pour pouvoir faire un état des lieux et puis de la gestion du risque silice en France. Et le cas échéant, si nécessaire, proposer des mesures pour améliorer la prévention. La suivante. Alors, donc, on a découvert à l'occasion de cette analyse, de cette étude de l'ANSES, qui a rendu un rapport en 2019, que les risques liés à la silice vont bien au-delà de l'activité minière, qui était avant tout pour l'activité pour laquelle sont issues la plupart des victimes actuelles, puisque souvent le suivi médical, la connaissance de la présence de silice, c'est en premier lieu, effectivement, dans les mines, dans les carrières de pierre, de granit, etc. Et on recherchait essentiellement la silicose, donc, qui est la maladie actuellement reconnue et présente dans le tableau des maladies professionnelles. Alors l'ANSES a reconnu aussi que, un peu comme pour l'amiante, il y a eu un lobbying des industriels de la silice, de production de matériaux, donc qui ont tenté de retarder la reconnaissance du caractère cancérogène dans l'Union européenne. Donc, comme je le disais, le Centre international de recherche sur le cancer avait des preuves dès 1997. Et en fait, il a fallu attendre 20 ans pour que l'Union européenne transcrive ce risque dans une directive de 2017. Et les pays européens avaient 3 ans pour transcrire cette nouvelle réglementation dans leur réglementation nationale. Autre rapport de l'ANSES, donc autre remarque conclusion du rapport de l'ANSES, c'est qu'effectivement, il faut revoir les valeurs limites d'exposition professionnelle. Et l'ANSES reprend à son compte en fait le constat que la valeur limite d'exposition professionnelle actuelle, qui avait été mise en cause aux États-Unis, en fait, est tout à fait justifiée. Donc, il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est une recommandation de l'Union européenne, de réétudier à la baisse la valeur limite d'exposition professionnelle pour la silice cristalline. Alors, en ce qui concerne la France, donc on a un rapport de l'étude SUMER, donc qui est dirigée par la Direction générale du travail et la DARES, organisme de statistique, où on a des statistiques, des données sur le nombre de salariés actuellement exposés, c'est-à-dire qui sont suivis médicalement et pour lesquels le poste de travail donc, a été identifié comme exposant à différentes substances CMR. Et on voit que la silice cristalline représente 347 000 personnes au travail en France, à comparer avec le plomb, 198 000, l'amiante, 124 000, et les fibres céramiques également, de l'ordre de 124 000. Donc, un nombre de personnes non négligeable, dont on estime qu'à peu près 30 000 à peu près seraient exposés à des concentrations supérieures à la VLEP, dans les secteurs évidemment actuellement contrôlés. Alors, d'une manière générale, l'exposition aux agents CMR concerne en particulier le secteur de la construction, puisque 18% des personnes exposées sont dans le domaine de la construction. Loin devant quand même, la réparation automobile, c'est bien sûr plutôt les solvants et puis les HAP, les poussières diesel également. Et également, donc on va trouver de la silice cristalline aussi dans la métallurgie et d'autres CMR également, le service opérationnel, le nettoyage, etc. Et également la santé. Suivante. Alors, autre conclusion de l'ANSES, c'est qu'il existe en France une sous-évaluation de l'exposition à la silice cristalline dans le bâtiment travaux publics, qui est due, donc l'ANSES émet plusieurs voies, plusieurs hypothèses à cette sous-déclaration. C'est déjà un risque qui n'est pas identifié. Je pense que tout un chacun peut le remarquer quand on discute avec des gens, et en ce qui nous concerne, des gens qui viennent en formation chez nous et qui sont issus essentiellement du BTP.
Donc, quand on parle de silice cristalline, ben, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on parle de béton, là, c'est plus de briques. Évidemment, c'est différent, mais souvent, les gens ne savent pas tout simplement qu'il y a la silice cristalline dans ces matériaux, dans les matériaux qu'ils manipulent. Donc, il y a clairement un défaut d'information qui peut. Et donc, défaut d'information des salariés, mais aussi des employeurs, et donc des médecins du travail qui, eux, ben, se basent sur les déclarations des employeurs pour définir le suivi médical adapté en fonction des substances. Donc, il est évident que quelqu'un qui travaille dans une carrière ou qui est tailleur de pierre, il sera plus évident pour le médecin de détecter son exposition à la silice que dans d'autres métiers. Alors, on le constate aussi dans la base Schola, puisqu'il existe la base Schola, on connaît bien dans notre métier la base Schola-Amiante, mais il ne faut pas oublier que la base Schola reprend tous les résultats des mesures réalisées par des organismes accrédités, et la mesure de silice se fait par également des organismes accrédités. Et donc, les résultats font l'objet de traitements informatiques et de statistiques par la base Schola. Et on s'aperçoit dans la base Schola, si on regarde un petit peu, que les mesures qui sont faites actuellement concernent essentiellement les mines et les carrières, et également la fabrication des matériaux de construction contenant de la silice, mais par contre, pratiquement pas toutes les personnes qui vont mettre en œuvre, qui vont poser ces matériaux, et ensuite, bien sûr, qui vont faire de l'entretien, de la rénovation, etc. Donc, on peut imaginer que le nombre de personnes réellement exposées à la silice est beaucoup, beaucoup plus vaste que les personnes suivies actuellement pour ce risque. Donc, les estimations pour l'amiante tournent autour d'1 million de personnes. On peut imaginer que pour la silice cristalline, ça peut être largement supérieur, puisque l'amiante, on peut éventuellement, quand on l'a identifié, ne pas intervenir dessus. Il est évident que vu la masse de matériaux contenant de la silice, c'est très difficile pour y échapper. Alors, actuellement, la silice cristalline n'était pas oubliée par le Code du travail, puisque c'était déjà classé comme, enfin, c'est déjà, jusqu'au 1er janvier, un agent chimique dangereux avec une valeur limite d'exposition contraignante. Donc, ça veut dire que toute personne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des résultats dans la base Schola et des suivis médicaux, puisque cet agent chimique dangereux fait déjà l'objet d'une évaluation des risques par l'employeur, d'une notice de poste et donc, le cas échéant, de mesures au poste de travail pour vérifier le respect de la VLEP. Alors, ce qu'introduit la directive européenne de décembre 2017, c'est le caractère cancérogène des poussières alvéolaires produites par des procédés émissifs, dont on a déjà parlé, que j'ai déjà évoqué. Et donc, réglementairement, cette directive européenne a été transcrite avec un petit peu de retard, puisque c'était prévu avant le 17 janvier 2020. Finalement, l'arrêté est passé le 26 octobre 2020. Et donc, il modifie la liste des agences CMR au poste de travail. Alors, dans le secteur de la construction, ce qui est constaté, et notamment qui est repris dans le rapport ANSES, c'est qu'il y a de fréquents dépassements de la VLEP. Il y a une étude l'année dernière qui a été faite par un organisme de santé au travail en Lorraine, très bien fait, sur les maçons finisseurs, en fait, qui vont carotter, poncer, etc. Et on voit qu'effectivement, il y a des dépassements fréquents de la VLEP et un manque d'informations sur ce risque-là. Donc, les métiers les plus exposés pointés par le rapport ANSES, ce sont les sableurs, puisque le sable lui-même peut contenir jusqu'à 90% de silice. Et ensuite, selon le support et ce qu'on veut décaper avec le sable, il y aura aussi émission à partir de l'enduit que l'on veut décaper ou de la peinture. Les démolisseurs, bien sûr, les maçons, les tailleurs de pierre, le sciage et le surfaçage de béton, le ponçage de béton, etc. Les gens qui vont travailler aussi sur les enrobés routiers, puisqu'on va trouver de la silice cristalline dans le granulat. Alors, ce que évoque l'Union européenne, en fait, on a déjà des guides européens sur la prévention du risque silice. Pratiquement, si on voit de la poussière visible sur un chantier, pour donner une idée, on est carrément sûr de dépasser
la VLEP. La VLEP est très basse puisque c'est 0,1 mg par mètre cube d'air, on va le voir après. Donc on a déjà un guide, c'est poussière visible, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Donc par contre, le fait de ne pas avoir de poussière ne veut pas dire qu'on est bon, parce que les poussières peuvent être très très fines, et donc comme l'amiante finalement, parfois invisible à l'œil nu, tout en étant présente au seuil, supérieur, à une concentration supérieure à la VLEP. Et donc comme je le rappelle, donc la VLEP est donc jugée trop élevée et va vraisemblablement évoluer dans les prochaines années. Voilà, alors là c'est un peu maximaliste, mais disons que des mesures ont été faites au maximum avec des travaux. Alors évidemment, dans le cas où on n'a pas de moyens de protection mais collective, comme ça arrive encore souvent, on voit beaucoup des maçons, des opérations de sablage sans aspiration à la source, sans mouillage, etc. Voire sans protection individuelle, mais c'est plus rare. Donc, et on peut arriver à des niveaux d'empoussiennement. Donc, vous voyez, en maçonnerie, par exemple, donc ça va être des opérations de ponçage. En ponçage, on peut même aller jusqu'à... il y a eu des mesures à 140 mg par mètre cube. Donc, maçonnerie 14, sablage, on peut aller jusqu'à 26, démolition 36, meulage de béton 75 mg par mètre cube. Donc, c'est quand même largement au-dessus des VLEP. Par contre, ce qui est montré aussi, c'est que le fait de mettre en place des moyens de protection collective, notamment l'aspiration à la source et ou l'humidification, permet de diviser à peu près d'un facteur 10 ces valeurs d'émission. Donc il y a des possibilités techniques pour réduire l'empoussièrement au poste de travail. Alors, pour rappel, la VLEP, donc pour le quartz, c'est 0,1 mg par mètre cube en France, 0,05 mg par mètre cube de cristobalite, qui est une autre forme de silice, et également 0,05 mg par mètre cube de tridymite, qui est le troisième type de silice cristalline réglementé en France. Alors que la valeur européenne, c'est 0,1 mg par mètre cube, quel que soit le type. Alors, la prévention des risques. Donc là, on va retomber sur ce qu'on connaît, sur le plomb, l'amiante. Donc, l'employeur devra évaluer les risques, donc faire, le cas échéant, des mesures d'air, appliquer les principes généraux de prévention, mettre en place en priorité les moyens de protection collective au poste de travail, si nécessaire, les équipements de protection individuelle. Et pour la silice, il faut s'attendre à ce qu'il faudra des équipements de protection individuelle, ce qui n'est pas toujours... qui n'est pas souvent dans les mœurs, sur les chantiers de BTP classiques. Ça ne rebutera pas les désamianteurs qui sont déjà équipés. Par contre, pour les autres personnels, ça sera des choses nouvelles. Et ce qu'ont montré aussi certaines études, c'est que quand il y a des équipements de protection individuelle et respiratoire, souvent, elles ne sont pas adaptées ou mal entretenues. Donc, il y a un travail énorme, je pense, de sensibilisation des acteurs et de formation des opérateurs qui interviennent sur la silice cristalline. Donc il y aura bien sûr, puisque c'est déjà un agent chimique dangereux, donc des notices de poste, une aptitude médicale avant affectation au poste de travail, une formation qui est déjà obligatoire, c'est l'article 44.12.87 du Code du travail, et bien sûr le contrôle du respect de la VLEP, que j'ai cité la diapo d'avant. Alors, comme pour les OCMR, on est face à un risque juridique qui existe déjà en cas de silicose et qui risque d'être étendu, évidemment, en cas de cancer bronchopulmonaire, puisque actuellement, quelqu'un qui avait un cancer bronchopulmonaire ne pouvait pas le faire, ou alors très difficilement auprès d'une commission spéciale pour le faire reconnaître en tant que maladie professionnelle. Par contre, donc le risque maintenant, c'est d'avoir un risque différé, puisque des maladies de la silice arrivent également, peut arriver très tard dans la vie, et donc des recherches en responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable s'il n'a pas mis les moyens, et de même mise en danger de la vie d'autrui, voire le préjudice d'anxiété aussi qui va être inévitablement concerné, puisque depuis l'année dernière, 2019, donc on sait que les autres substances chimiques sont sujettes à des reconnaissances du préjudice d'anxiété qui n'est plus du tout réservé aux expositions à l'amiante.
Ce qui nécessite, bien sûr, puisque ces effets peuvent arriver des années plus tard, donc une traçabilité des opérations devra être mise en place par les entreprises. Alors, pour résumer la similitude avec le risque amiante, donc c'est un matériau très répandu dans la construction, hein, donc encore plus bien sûr que l'amiante, puisque l'amiante, ben, quand on a un repérage amiante, on a une question sur le repérage aussi. Quand on a un repérage amiante, ben, ça veut dire que s'il n'y a pas d'amiante, ben, il n'y en a pas. Donc, on n'est pas obligé d'appliquer la réglementation amiante. Là, ça va être difficile de s'extraire de la réglementation sur la silice cristalline, puisque, à part intervenir sur du calcaire, et encore, il y a aussi un petit peu de silice cristalline dans les roches calcaires. On en trouve même parfois dans certains bois. Donc c'est très répandu. De même que l'amiante, donc sont des particules alvéolaires, hein, donc c'est pour ça qu'on prend la fraction des poussières alvéolaires, en fait, quand on va rechercher la silice cristalline. Elles sont biopersistantes, hein, c'est prouvé aussi, donc on n'arrive pas à les détruire dans l'organisme. Les expositions, donc de même, je viens de le dire, sont à effet différé. Il n'y a pas de seuil limite, donc l'objectif, ça va être, comme les autres CMR, de réduire l'exposition au minimum. La population exposée, en plus de celles qui fabriquent les matériaux et celles qui travaillent dans les carrières, donc elle est dans le BTP assez similaire à celle de l'amiante et en réalité beaucoup plus large, puisque l'amiante concernait les bâtiments construits avant l'interdiction, alors que la silice cristalline concerne bien sûr tous les bâtiments, y compris le neuf. Et voilà, et comme pour l'amiante, donc je le disais, un salarié pourra faire valoir son préjudice d'anxiété s'il a été exposé en l'absence de protection adaptée à son exposition. Alors, il y a aussi des différences, hein, donc justement, le matériau, la silice cristalline n'est pas interdite, hein, on va continuer à l'autoriser dans les constructions neuves et puis en rénovation. Donc ça concerne beaucoup plus de travailleurs. La grosse différence aussi, il n'y a pas le volet santé publique qu'on trouve dans la réglementation amiante. Donc il n'y a pas de seuil santé publique, il n'y a pas de reconnaissance d'exposition passive actuellement. D'ailleurs, une des recommandations de l'ANSES serait de mesurer aussi la silice cristalline au voisinage des chantiers pour voir s'il n'y a pas d'influence des poussières qu'on peut générer sur le chantier sur les occupants des bâtiments voisinants ou tout simplement du voisinage. Ça, c'est évidemment une très grosse différence puisque, a priori, donc, il n'y aura pas de repérage, bien sûr, santé publique pour la silice cristalline. En tout cas, il n'en est pas question pour l'instant. Alors, ce qui est certain, c'est qu'au vu des mesures réalisées, il y a pas mal d'études qui ont été faites, hein. Alors, savoir que l'OPP-BTP parle actuellement de la mise en place d'une campagne carto, hein, de même qu'il y avait eu une campagne carto amiante, enfin qui est toujours en cours, mais l'OPP-BTP souhaite initier également une campagne carto silice cristalline, donc on aura des mesures pour différents processus, différents métiers, vraisemblablement dans les mois et les années qui viennent. Et on a déjà pas mal de valeurs, en fait, hein, compte tenu que d'autres pays ont fait des mesures avant nous, en fait, hein. Et donc, ce qui ressort de ces mesures existantes, c'est qu'il va falloir certainement, même si on veut respecter les VLEP, introduire des changements dans les modes de construction, c'est-à-dire, par exemple, essayer de préfabriquer des matériaux, hein, par exemple des éléments de trottoir, par exemple, au lieu de disquer sur place, ça sera fabriqué dans des conditions avec captation de poussière, etc., de manière à pouvoir livrer des éléments peut-être plus modulaires qui n'auront pas besoin d'être recoupés sur le chantier. Donc ça, c'est une voie qu'explorent les fabricants de matériaux.
Il y aura bien sûr l'introduction de moyens de protection collective qui ne sont pas encore systématiques, hein, donc ce qui vont tourner autour de la captation à la source et puis du mouillage et de la brumisation. Rien de nouveau pour le désamiantage. Un effort sera fait aussi, devra être fait au niveau de l'entretien du matériel, hein, puisque quand on va aspirer à la source, par exemple, bon, on transfère finalement le risque dans l'aspirateur. Et donc, au moment de vider une cuve d'aspirateur, au moment de changer des filtres, donc c'est là qu'on aura évidemment les poussières les plus fines et la situation de travail qui pourrait être la plus expositive. Pareil pour le nettoyage des machines qui devront être dépoussiérées avant d'être transportées, par exemple dans les camionnettes, puisque ensuite une pollution durable du véhicule pourra également en permanence libérer un petit peu de poussière fine et exposer les personnes. Il y aura certainement aussi à envisager des protections du voisinage, hein, puisque d'autre part, donc, il y a aussi des nuisances dues aux poussières visibles et également des dépôts de poussière auxquels le voisinage est de plus en plus sensible. Et bien sûr, donc, il y aura un effort considérable, je le disais, pour l'information et la formation des professionnels et aussi du public, surtout des donneurs d'ordre. Alors, je vais tout de suite répondre aux questions qu'on a eues en ligne et ensuite je laisserai la parole à Patrick Grandchamp, qui parlera justement de l'adaptation des machines. Alors, j'avais une question concernant l'abrasion forte de la silice n'était pas préjudiciable sur les équipements SS3, SS4 en cas d'amiante. Alors, effectivement, il peut y avoir des chantiers, des opérations amiantes sur lesquelles on va, même ça va être très fréquent, on va trouver de la silice. Bon, alors ça dépend du procédé qui est mis en œuvre, hein. Donc, quand on va avoir des ponceuses, des perceuses, etc., il semble que les poussières sont tellement fines qu'il n'y ait pas d'abrasion ou de. Alors, on dit préjudiciable, alors je pense que c'est plutôt pour détérioration des équipements. A priori, non, hein. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on a des procédés de sablage, alors là, c'est clair que les masques à visière sont très vite dépolis et ne peuvent pas être utilisés sur des opérations de sablage dans leur état classique, quoi. Ça pose effectivement un problème. En ce qui concerne les autres procédés, il faut voir au cas par cas, mais en général, c'est plutôt des rebonds de sable, donc de gros morceaux de sable, plutôt que les poussières qui sont issues du sablage. J'ai une question sur la formation aussi. Une formation de type plomb, en ajout d'une formation amiante, peut-elle suffire? Alors, il est clair que les personnes qui sont formées au désamiantage ont un certain nombre déjà de compétences pour traiter la prévention du risque silice, hein, puisqu'on va avoir affaire à un agent CNR, donc on va avoir affaire au même type de protection respiratoire, peut-être pas forcément du même niveau, mais en ce qui concerne les EPI, ça sera du même acabit. Et en ce qui concerne les moyens de protection collective, donc aspiration à la source, brumisation, etc., on va retrouver effectivement les mêmes choses que l'amiante. Par contre, la formation, alors en ce qui concerne les gens qui travaillent sur l'amiante, nous, on propose ces FASC, hein, on propose des formations sur une journée, puisqu'il faut quand même revoir le suivi médical, les maladies sont différentes, les procédés d'intervention sont différents. Il faut s'attendre à ce qu'on ait beaucoup moins systématiquement des confinements de zone, etc. Et l'espoir, c'est quand même de pouvoir réduire au maximum avec les moyens de protection collective qu'on appelle maintenant du processus, sans avoir forcément à confiner les zones de travail, sauf en cas vraiment où on ne peut pas capoter l'outil, où on ne peut pas utiliser l'eau. Par exemple, justement comme le sablage, où là, effectivement, on sera certainement amené à confiner la zone de travail. Parce que les personnes autour, finalement, risquent aussi d'être exposées à une VLP, à un dépassement de la VLP. Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question, c'est un peu comme le plomb, effectivement. Les formations plomb pour les personnels déjà compétents en amiante peuvent se faire sur une journée. Pour la silice, ce sera la même chose.
Et pour ceux qui ne sont pas compétents en prévention du risque amiante, évidemment, la formation sera plus longue. Une question sur le diagnostic. Existe-t-il un référentiel pour diagnostiquer la présence effective de la silice cristalline dans les matériaux de construction? Alors, à ma connaissance, non, pas du tout. Alors, on peut diagnostiquer la présence par une analyse de laboratoire, hein, analyse d'échantillons. On saura s'il y a de la silice et éventuellement combien il y en aura. Et le type de silice, hein, si c'est la cristobalite, du quartz ou la tridymite. Mais si on parle de travaux dans un bâtiment, par exemple, bon, ben, il n'y a pas effectivement pour l'instant de référentiel. Alors effectivement, ça va manquer puisque toute personne qui fait intervenir du personnel dans un bâtiment devra l'informer de la présence de silice cristalline. Donc il faudra bien faire cette évaluation des risques sur la nature des matériaux sur une base qui devra être définie. Le cas échéant, quelle relation entre le pourcentage de présence effective dans un matériau ou produit et la dangerosité du dit matériau ou produit? Je pense que c'est très compliqué à faire. Il n'y a pas de relation directe, ça c'est certain, compte tenu que ça va dépendre beaucoup du procédé. Ce qu'on sait, c'est que plus le procédé va être agressif, plus on va apporter de l'énergie, plus la silice cristalline va être micronisée, puisque à l'échelle moléculaire, c'est des tétraèdres de silice, de silicate, qui sont très très fins. Et donc, plus le matériau va être, le procédé va être agressif, plus on va atteindre la taille minimale de ces particules. Et on sait que le caractère cancérogène est favorisé par la fine taille des particules, puisqu'il s'agit en général de réactions de surface avec nos liquides biologiques et qui sont proportionnels en fait non pas à la masse, ce qui pose un autre problème d'ailleurs en termes de mesure, mais à la surface développée par les particules. Et on tombe en fait assez rapidement dans les problèmes de nanomatériaux. Et donc, il est difficile, à partir d'un matériau et la teneur du matériau, de définir derrière quels seront les effets biologiques, puisque ça dépendra de la taille et du nombre de particules qui sont émises. La nocivité en faisant un polluant particulier de type CMR, quid de l'interdiction dans la construction neuve? Ben non, il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'il soit discuté d'interdire la silice cristalline, puisque 70% des matériaux de construction en contiennent. Donc je pense que c'est comme d'autres substances dangereuses, hein, le plomb, les fibres céramiques réfractaires dans l'industrie. C'est difficile de s'en passer, donc je ne pense pas qu'il y ait d'interdiction possible. Voilà, je vais passer la parole à Patrick Grandchamp. Bonjour et merci Jean-Michel. Franchement, moi écoute, moi qui suis un passionné de tous ces produits dangereux, j'ai encore appris des choses, donc je suis content. Euh, sur la silice cristalline, pourtant je croyais, il y a longtemps que j'ai soulevé le problème, ça fait 2 ans déjà, je me rappelle, à Polytech et tout le monde. Et j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui et je suis vraiment content parce que tu as évoqué tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Après, bon, moi, je peux vous parler de ce que font les fabricants de matériel et puis de l'expérience qu'on a au niveau européen et mondial en tant que fabricant. Euh, Parlons, bon, Blastrac, nous, on travaille là-dessus depuis de très longtemps, l'aspiration, mais on n'est pas les seuls. Je donnais par exemple au niveau du syndicat des fabricants de matériel, anciennement Systema et maintenant Evolis, on a une commission pour la poussière. Parce on est vraiment bon, on est conscient qu'il y a une problème, plus qu'une problématique maintenant. Puisque, bon, je dirais, depuis le 1er juillet 1998, quand même, aux États-Unis, l'OSHA a mis en place, a imposé, je dirais, des systèmes d'aspiration à la source ou de gomisation, surtout chaque fois qu'on touche à la silice cristalline. Bon, les Américains sont souvent en retard sur nous au niveau de la protection des travailleurs, mais là, franchement, ils sont vraiment en avance. C'était suite au Twin Tower, quand même, il y a eu 2 fois plus de morts par les poussières que je dirais que par l'incendie et la destruction des Twins. Et après, vraiment, ils sont allés de l'avant avec des solutions pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont sur la VLEP, mais l'OSHA surtout donne
je dirais, des exemples de bonnes pratiques, c'est-à-dire l'aspiration à la source, la puissance de l'aspirateur, le système d'aspiration aussi avec des colmatages pré-séparation pour chaque type d'action, c'est-à-dire pour le sciage, le ponçage, le perçage, le burinage, ou bien sûr la vomisation, la vomisation. Donc, je dirais à partir de là, tous les gros fabricants mondiaux avaient déjà travaillé, mais tous se sont mis en ligne avec ça. Donc, on a aujourd'hui, je dirais, les fabricants sérieux, entre guillemets, ont des solutions à proposer sur le marché sans problème. Avec, je parlerai moi essentiellement de l'aspiration à la source, puisque nos matériels sont des matériels de ponçage, rectification. Donc là, je dirais c'est l'aspiration à la source qui est à 99% utilisée pour des raisons de chantier, puisqu'après, quand on met de l'eau, il faut que ça sèche, il faut récupérer l'eau, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on aspire de la poussière fine à la source. Et là, je dirais, il y a quelques grandes règles qui sont dans les documents de l'OSHA. C'est aspirer à la source. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un carter. Ça paraît évident. Qu'il faut étudier l'aérolique, c'est-à-dire que la poussière, il faut voir que la poussière qu'on génère avec les disques diamants, alors les disques diamants génèrent de la poussière très, 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 très fine. Donc, c'est vraiment ça a été une source vraiment je pense que ça a été le facteur déterminant dans le bâtiment. Quand tu parles de ponçage, c'est que les nouvelles techniques diamants, qui sont même utilisées par des particuliers, on en trouve aujourd'hui dans tous les magasins de bricolage du diamant, alors qu'il y a 10 ans, on n'en trouvait pas. Alors, ça génère des poussières très, très fines. Il faut de la captation à la source et de la captation à la source intelligente, c'est-à-dire le carter, après une étude du cheminement de la poussière. Après, l'aspiration. Alors, l'aspiration, je dirais, l'aspiration, il ne faut pas un aspirateur qui fasse du bruit. Il faut un aspirateur qui aspire. C'est pour ça que j'aime bien les directives américaines, c'est qu'elles donnent la puissance de l'aspirateur qui doit être relié à la machine. Nous, en tant que fabricants, on a commencé déjà à travailler avec des organismes de contrôle et on préconise, nous, déjà par rapport à l'amiante et les peintures au plomb, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'avec chaque machine, un aspirateur adapté, quand on dit adapté, c'est adapté par rapport à la colonne d'eau et au volume, au mètre cube d'air par minute. Nous, on en a déjà fait, on a fait des contrôles, on pense que dans l'avenir, de toute façon, matériel, ce sera un couple, ce sera une machine plus aspirateur qui devra être homologué pour pouvoir travailler sur la silice cristalline. Après, il y a je dirais, un gros facteur aussi, c'est contrôler l'aspiration à la source, c'est-à-dire installer comme ça se fait dans l'amiante, par exemple en Allemagne, un contrôle d'aspiration. C'est-à-dire que si l'aspiration a le moindre problème, on arrête la machine. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est aspiration à la source, contrôle d'aspiration et après un aspirateur adapté. Après, le filtre, bien entendu, le filtre, puisque il y a encore quelques années, on travaillait avec des filtres classe EM qui ne sont pas efficaces pour les poussières fines, parce qu'ils sont ils laissent passer trop la poussière. Aujourd'hui, c'est la filtration H. Qui est clairement énoncé, par exemple, dans l'OSHA, où il faut des filtres H sur les machines, avec pré-séparateur avant, c'est écrit noir sur blanc, je peux vous faire passer les documents, et c'est ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qui est mis en place, je dirais, dans l'amiante depuis les peintures au plomb depuis quelques années, mais pour la silice, on y arrive, il faut y arriver. La qualité du filtre, et après la mise en contenant direct, parce que ça nous fait toujours sourire. On met un bon filtre, on aspire, il n'y a pas de poussière, mais après, il faut vider le bac. Et au moment du vidage du bac, j'ai des vidéos d'exemples de chantier, c'est pathétique. La personne qui vide le bac, alors bien sûr, on fait les contrôles pendant que les gars travaillent, donc il n'y a pas de poussière, mais il faut rester jusqu'à la fin. Et c'est là que, je dirais, nous, notre expérience en tant que fabricant, c'est la mise en contenant direct. Alors, les solutions existent, puisqu'on a des systèmes Longopac qui sont très bien, des systèmes de mise en big bag qui sont très bien, qui fonctionnent. Mais tout le monde les a, je dirais. L'Astrag n'est pas le seul à les proposer. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu du standard Longopac et mise en big bag automatique. Pour l'amiante. Non, oui, mais pour l'amiante. Mais je vais faire également d'autres domaines. Oui. Maintenant, par exemple, dans le sol industriel, aujourd'hui, alors c'est pas obligatoire, mais ça se vulgarise parce que les gens ont compris quand même. Les gens ont compris qu'on ne pouvait plus travailler comme il y a 20 ans. Parce que je vois aussi, la Fédération du bâtiment quand même s'est saisie du problème, quand même, que ce soit en démolition et dans les sols résines.
de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit l'aspiration à la source, bien maîtrisée, soit la brumisation. Et bon, puis il n'y a plus d'excuses, quoi, puisque les fabricants proposent des matériels hyper adaptés. Donc, il n'y a plus d'excuses de dire, comme tu l'évoquais souvent, les employeurs n'ont pas d'excuses de dire on ne sait pas. C'est plus d'actualité. Donc, la mise en contenant direct, qui permet, je dirais, en plus, quand on enlève en rénovation, quand on enlève des anciens revêtements, ça permet soit de les mettre en classe, dans une classe spécifique, classe 4, par exemple des peintures, des résines, ou bien de les recycler, quoi. Aujourd'hui, il y a des systèmes de recyclage pour ces poussières. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire aspiration, contrôle de l'aspiration, qualité du filtre, volume et je dirais aspirateur assez puissant dans le temps, quoi, qui va être pas un aspirateur qui fait que du bruit, et mise en contenant direct. Ça, c'est les règles. Et ça marche, ça fonctionne très bien. Et après, il y a 2 sujets que tu as évoqués qui, là aussi, pour l'instant, tout le monde, là par contre, là, je dirais, là, tout le monde tourne la tête. C'est le nettoyage des machines. Alors là, ça, tout le monde tourne la tête. Mais ce n'est pas spécifique à la silice cristalline, pour l'amiante aussi un peu. Le nettoyage des machines, c'est-à-dire là, on travaille, nous, avec le syndicat des fabricants de matériel, d'avoir dans les manuels d'utilisation un chapitre nettoyage de la machine. Parce que c'est pour nous, ça nous paraît très, très important. C'est bien gentil d'avoir la machine qui aspire, qui est impeccable, tout, pendant qu'on fait le chantier. Mais après, au niveau de la maintenance, il faut aller plus loin, quoi. Un chapitre nettoyage des machines et aussi, bien sûr, transport des machines. Parce que bon, c'est pareil, quand on sort les machines du chantier, qu'il n'y ait pas de la poussière partout, dans les camions, partout. Mais ça, on a déjà les solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions sont proposées par les fabricants. Ça, depuis très longtemps, on propose. Après, il y a une histoire, je dirais, de culture, parce que bon, en Europe, on n'est pas encore, ça descend, en Europe du Nord, on commence à faire attention à la poussière. Tu parlais du sablage, par exemple. Le sablage à la silice, dans l'Europe du Nord, il y a longtemps qu'on n'en fait plus. On fait que du sablage humide, quoi, du vrai sablage humide, et pas du sablage avec un peu d'eau, du vrai sablage humide où chaque grain de poussière est humide. Alors que chez nous, en France, encore, le maçon, il va chez le loueur, il prend une sableuse, on ne lui demande rien d'autre. Ce qui est une aberration, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'il y a, c'est, je dirais, pour être, je ne sais pas combien de temps il reste encore, mais pour être clair, je crois que le matériel existe, les solutions existent. Les acteurs quand même commencent à être conscients de la problématique. Les plus gros, tu les as cités, démolition et tout ce qui est ponçage de béton. Donc, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Et moi, je reprends souvent la conclusion du patron de l'OSHA aux États-Unis, quand l'OSHA les règles de l'OSHA pour la silice cristalline ont été édictées. Il dit une chose très simple. Les solutions existent. Elles ne sont pas chères. Ce n'est pas vrai parce que je dirais, la productivité qu'on gagne en mettant des matériels sans poussière compense largement on gagne sur le nettoyage. Hein, voilà. Les solutions existent, elles ne sont pas chères. Il suffit de former et informer les gens. Informer les gens par rapport au risque, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils soient conscients, sinon ils ne passeront pas à l'acte. Et puis les former à la bonne utilisation du matériel. Tu l'as explicité, souvent le matériel reste dans le camion. Le patron, non, mais j'ai des photos, j'ai des vidéos là-dessus qui sont. L'aspirateur. L'aspirateur qui reste dans le camion et la machine qui travaille. Après, pareil, les EPI, on donne les EPI aux opérateurs, mais on ne leur apprend pas à s'en servir. Ils ne sont pas adaptés, par exemple, à leur morphologie. Enfin, bon, tu connais aussi bien, mieux le sujet que moi. Donc, c'est informer sur le danger, parce qu'il faut informer les gens sur le danger et former les gens avec le matériel qu'ils ont, sans parler d'investissement. Oui, on n'est pas là pour vendre. Déjà, si les gens utilisaient correctement, mais entretenaient correctement les matériels qu'ils ont à disposition, je peux vous dire qu'on sauverait des vies tous les jours. Nous, les fabricants, c'est vrai qu'on fait notre travail. Je le dis franchement, on est les fabricants, entre guillemets, les fabricants, entre guillemets, qui font partie du sérieux, quoi, qui travaillent au niveau mondial sur ces sujets-là. On a mis sur le marché depuis très longtemps les matériels adaptés.
On forme les gens. Mais on ne forme que les premiers. Après, c'est du rôle de l'employeur, quoi. Quand on livre une machine, oui, on forme les gens. Mais après, la machine, ce n'est pas nous qui nous en servons tous les jours. Donc, Après, je pense qu'au niveau de l'offre, il y a certainement aussi à faire au niveau des distributeurs, parce que souvent les matériels existent dans les catalogues, mais ils ne sont pas forcément connus. Je parle des revendeurs, hein, pour des scies, des matériels électroportatifs, où on a déjà des carters, on a des systèmes, mais qui ne sont pas forcément proposés. ils existent. On a remarqué ça, en fait, parce qu'en se renseignant, on s'aperçoit que ça marche, enfin ça existe, ça marche. Et puis, quand on les monte, nous, en formation, parce qu'on s'est un peu équipé, les gens disent, ah bon, ça existe, ça? Voilà, il y a ça aussi, hein, c'est toute une chaîne. Hein, Ah non, mais toute la chaîne. Hein. Nous, parce quand que le on fait... vendeur, il va dire, bon, bah, s'il y a un surcoût, alors bon, bah, voilà, bah, c'est pas obligatoire, donc bon, bah, voilà. Non, mais formation, information, je pense que c'est la clé, la Oui. clé des changements d'état d'esprit. Bon, alors, bon, on l'a vu tous les deux pour l'amiante, pour les peintures au plomb, pour la silice. La France, là, comme tu l'as dit, a transcrit la réglementation européenne. Euh, on a mis du temps, puisqu'on a laissé pourrir 6 mois, mais là, bon, maintenant, il ne faut plus lâcher, quoi. Et puis, on ne reviendra pas en arrière. Là aussi, il faut se poser, il faut, il faut dire à tout le monde, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Tous les acteurs du bâtiment des TP, il faut qu'ils sachent qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, il va falloir qu'ils s'y mettent. Et c'est les premiers qui vont s'y mettre, bien entendu, vont être les grands gagnants. Merci Patrick. Il restait une question, alors on va peut-être en discuter. C'est une bonne question pour terminer. Faut-il considérer la poussière de silice cristalline aussi dangereuse que les poussières d'amiante? Enfin, les poussières amiantées. Avec tes chiffres, je dirais oui, il n'y a pas de problème. Hein, parce que tu as donné, rien que pour la France, je parle. Et moi, je vous dis, je rappelle le sujet, c'est que les poussières des Twin Towers ont tué 2 fois plus de gens que dans les Twin Towers. Et ce n'est pas fini, puisque ça a été prolongé. L'état je dirais les particuliers peuvent les réglementations sont différentes aux US, mais les particuliers peuvent se retourner encore pendant 10 ans contre l'État fédéral pour des causes de cancer liées aux poussières des Twin Towers. Alors, la réponse, elle est oui. Puis... J'aurais tendance à dire oui aussi, mais je pense que c'est quand même plus facile à maîtriser. C'est-à-dire que c'est plus évitable, plus facile à éviter que l'amiante, du fait que les fibres d'amiante peuvent spontanément se splitter en petites fibrilles volatiles, ce qui n'est pas le cas de la silice. C'est-à-dire que la silice, il faut quand même être agressif. Donc effectivement, par rapport au nombre de personnes, par rapport à la quantité de matériaux concernés, etc., et puis tout le champ du bâtiment neuf, c'est quelque chose d'énorme. Mais ce n'est pas inéluctable. Je pense que si effectivement on s'y met, c'est maîtrisable plus facilement que l'amiante, peut-être. Et tu as dit une chose qui est vraiment, je dirais, primordiale, c'est que quand on voit la poussière, on est au-dessus du seuil. Bah, oui. Alors, quand on ne la voit pas, peut-être, mais là, je dirais, il n'y a pas à discuter, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre des... Puis c'est un critère facile. Hein, c'est un critère facile. Bon, voilà. Pour l'amiante, on dit on voit de la poussière, mais ce n'est pas forcément de l'amiante. Ah oui, d'accord, ok. Bon, oui, mais là, très bien. On pourrait passer la vidéo. Tu avais amené une vidéo, hein, pour illustrer ton propos sur la captation à la source. Voilà, Effectivement. oui. Et puis on va terminer là-dessus. Alors, elle ne vient pas de chez nous, même la vidéo, vous voyez. Alors, la règle, voilà, bon, ben, c'est le résumé pratiquement le résumé de tout ce que j'ai dit. On ponce. Alors, on crée de la poussière très, très fine. C'est joli, c'est beau. Un capot étanche avec un système, je dirais, aérolique à l'intérieur qui va permettre de diriger la poussière. Ça paraît anodin, mais c'est très, très important d'arriver à diriger cette poussière vers le tuyau pour pas qu'elle reste par terre. On contrôle que l'aspiration fonctionne avec un système de contrôle. Ça va dans un aspirateur avec des filtrations H. Filtre H, ça c'est très très important. Alors soit, là dans l'aspirateur, on met un système d'éclomatage automatique, soit on met un pré-séparateur. Parce que bon, là aussi, la poussière fine, ça va dans les poumons, mais ça colmate très vite les filtres. Et quand je dis qu'il ne faut pas d'aspirateur qui fasse du bruit, mais qui aspire, ça peut paraître, ça fait sourire, mais c'est la réalité. Il faut des aspirateurs qui aspirent dans la durée, pas 5 minutes, quoi. Et là, bon, vous avez des systèmes, là, c'est un système à décolmatage qui vous est proposé, mais on peut mettre aussi un pré-séparateur.
Ça, c'est les clés pour pas qu'il y ait de poussière. C'est pas compliqué. Et après, la FEM, c'est le mettre dans un contenant direct pour pas avoir besoin de vider ce bac au milieu de la pièce à la FEM. Alors, on le met c'est un système de longopack qui aujourd'hui est du standard. Je me souviens, il y a 15 ans, c'était une option qui était, oh là là, personne ne voulait en entendre parler. Et aujourd'hui, c'est du standard. L'opérateur n'est jamais en contact avec la poussière. Donc, si l'opérateur ne l'est pas, l'environnement non plus. Voilà les règles. C'est facile. Ok, très bien. Merci Patrick. Je pense qu'on est au début d'un sujet qui va encore faire couler beaucoup d'encre. Comme tu l'as dit, je pense qu'on est au début d'une prise de conscience. On est au début, mais bon, on va se battre. Puis on est jeune. Il n'y a pas que le bâtiment. C'est-à-dire, je pense que c'est une volonté globale en fait de réduire les risques chimiques d'une manière générale au poste de travail. Et le bâtiment découvre un petit peu cet aspect-là des choses, peut-être un peu plus en retard par rapport à des procédés industriels. Mais on est dedans, effectivement. Je ne pense pas qu'on puisse faire. On ne peut pas revenir en arrière. De toute façon, les gens sont de plus en plus conscients de ces risques-là. Et donc, moi, je reviens toujours là-dessus. On n'a pas le droit de souffrir, d'être malade, de mourir à cause du travail. Oui, et c'est inadmissible. Tout ce qui est évitable, je pense qu'il faudra le faire. Enfin, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Très bien. Merci. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Et puis, à une prochaine. Bon après-midi.